Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. À cette époque, on m'a jamais parlé de troubles alimentaires. On m'a jamais dit que j'avais un problème par rapport à l'alimentation. En gros, mes parents me disaient que c'était la crise d'adolescence et que c'était pour les embêter. Soit j'avais une soif de vivre et je faisais des recherches à gogo et j'allais trouver, soit ça ne servait à rien de vivre. Parce que vivre comme ça, moi c'était pas du tout ce que je voulais. Je me revois, c'est des scènes qui marquent forcément. Voilà, je me revois avec le couteau désespéré après une crise où je me suis dit mais je m'en sortirai jamais, etc. Où je l'ai balancé contre le mur, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais quoi ? C'est impossible, maintenant tu te relèves et tu fais quelque chose. Si vous êtes dans le down et que vous dites non mais c'est pas pour moi, j'arriverai pas, etc. De nourrir quand même tout le temps cette vision de vous guéri. Ce que vous voulez vraiment dans votre vie et comment vous êtes quand vous êtes guéri et de garder ça en vous tout le temps. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau témoignage, celui de Cassandra. Cassandra est une jeune femme qui a eu un long parcours avec les troubles du comportement alimentaire qui a duré 9 ans. Ça a commencé par de l'anorexie vers l'âge de 15 ans. À l'époque, ses parents ont pensé qu'elle faisait sa crise d'ado et que c'était un petit peu beaucoup pour les embêter qu'elle faisait tout ça. Un peu plus tard, lorsqu'elle était seule pour ses études, lorsqu'elle vivait seule pour ses études, est apparue la boulimie vomitive. Pensant alors que quelque chose de pas normal se passait, Cassandra a commencé à faire des recherches pour comprendre ce qui lui arrivait et elle a alors découvert l'existence des TCA. Elle a vécu une certaine errance médicale, tout en croisant quelques professionnels qui l'ont aidée jusqu'à l'année dernière. Cassandra a fait un gros travail personnel seule et explique qu'elle ne souhaite cette errance à personne. Ça a été pour elle une question de vie ou de mort de s'en sortir. Avoir dit stop au niveau professionnel et avoir pu s'écouter sur tous les plans lui a permis petit à petit de reconnecter aussi au niveau de son alimentation. Cassandra a toujours choisi la vie. Je vous laisse avec son témoignage. Bonjour Cassandra, je suis vraiment ravie qu'on se retrouve aujourd'hui et que tu viennes témoigner dans ce podcast, dans cet épisode de podcast de la pleine conscience du pouvoir. Et avant qu'on commence, mais même si c'est déjà commencé, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors merci déjà de m'accueillir sur ton podcast, je suis ravie aussi d'être là. Et alors pour me présenter rapidement, je m'appelle Cassandra, j'ai 26 ans bientôt le mois prochain et je suis actuellement coach pour des entrepreneurs débutants ou avancés qui sont dans le flou et qui ont envie de se reconnecter vraiment à leur mission et être beaucoup plus à l'aise dans leur business et aussi dans leur stratégie avec un côté très spirituel. Voilà. Et du coup, alors l'intention aujourd'hui, c'était que tu puisses venir nous partager ton expérience, ton témoignage dans la relation avec l'alimentation, que tu puisses nous dire un petit peu, un petit peu beaucoup d'ailleurs, ce que tu as vécu, là où tu en es aujourd'hui, ce qui a pu t'aider, d'une manière assez large. Ouais, c'est intéressant parce que du coup je peux faire le lien avec ma présentation, mais dans le sens où je pense que mon métier actuel n'est pas là, si j'en suis arrivée là, c'est aussi et énormément grâce aux troubles alimentaires. Parce que je trouve que le parcours, quand on a des troubles alimentaires, nous invite énormément à travailler sur nous, énormément à essayer de nous comprendre, à faire beaucoup de développement personnel. Et donc ça invite à une connaissance quand même de soi assez particulière, je pense, par rapport à des personnes qui n'ont jamais eu de TCA. Donc voilà, et alors mon parcours, ça a été un long parcours, les TCA pour moi, dont j'en suis sortie il y a très peu de temps.
Donc c'est quelque chose d'assez récent et qui a duré à peu près 9 ans. Donc voilà, j'ai commencé avec de l'anorexie mentale pendant un an et demi à peu près. Tu avais quel âge à l'époque ? Eh ben, alors je crois que ça c'est... En fait, j'ai eu un gros changement de vie familiale, une énorme fracture familiale qui a fait que j'ai changé tout, de pays, d'environnement, je passais de vivre avec ma maman à vivre avec mon papa, etc., dans un autre pays et tout. Et donc, gros changement. Et là, j'ai commencé, en fait, à me réfugier dans la nourriture de façon inconsciente, sur du sucré, à grignoter. Et j'étais quelqu'un de très, très mince. Et en fait, j'ai pris du poids très rapidement. Et on a commencé à le voir autour de moi, à me dire Cassandra, quand même, qu'est-ce que tu fais ? Attention, tu vois que tu as pris du poids. Donc on m'a conseillé des régimes. Donc là, je pense que j'avais 15-16 ans, premier régime. Et du coup, au début, je me dis ça reviendra. Enfin, je m'inquiétais pas forcément et je continuais à grignoter. Ouais. Et puis après, c'est vrai que j'ai commencé à développer une obsession physique, une obsession pour mon corps. Et c'est là que j'ai commencé à faire des régimes, jusqu'à tomber vraiment dans l'anorexie. C'est-à-dire que si on me demandait de manger une soupe, j'étais en train de pleurer et je passais 3 heures devant parce que je pouvais pas l'avaler, quoi. Donc compliqué, et ça n'a pas du tout été détecté comme ça. C'est-à-dire qu'à cette époque, on m'a jamais parlé de troubles alimentaires. On m'a jamais dit que j'avais un problème par rapport à l'alimentation. En gros, mes parents me disaient que c'était la crise d'adolescence et que c'était pour les embêter. Donc oui. Tu faisais ta crise. Pas trop. Je faisais ma crise d'adolescence. Voilà. Donc j'avais aucune conscience. Je connaissais pas du tout les troubles alimentaires. C'était un autre monde. Et donc, j'ai continué comme ça, vraiment à être dans l'obsession de la nourriture, vraiment à trier chaque petit morceau de gras, à refuser tout ce qui était sucre. Vraiment, je mangeais très peu et que des catégories d'aliments. La nuit aussi, je me réveillais pour faire des abdos. Dès que je me réveillais la nuit, je faisais des abdos. Je me mettais par terre, je faisais des abdos. Enfin, c'était incroyable, cette obsession. Donc, j'ai reperdu du poids très rapidement. Donc, tout le monde m'a félicité quand même. Enfin, les copines, waouh, comment t'as perdu du poids ça et tout. Voilà, donc on est fiers. Je trouve que l'anorexie... alors, moi, heureusement, j'ai pas été au cas extrême de me faire interner pour ça ou de mettre ma vie vraiment en danger de mort. Mais j'ai trouvé dans l'anorexie une sorte de pouvoir, en fait. Quand on a l'anorexie, il y a une sorte, tellement dans le contrôle qu'on a un pouvoir et on se sent fort. Et une puissance, quelque chose de... Ouais. Complètement. On se sent extrêmement puissant, alors qu'au final, on l'est pas, quoi. On est en train de on n'a plus de nutriments, on est en train d'aller, au contraire, de se sentir en vie, on est en train plutôt d'aller vers un cheminement inverse. Donc sur le coup, donc j'ai continué ça jusqu'à ce que mon père me force vraiment à manger. Donc c'était le soir où je pleurais, etc. Et en fait, ça, je suis tombée du coup dans l'hyperphagie. Donc, je pense que j'ai fait tous les troubles alimentaires. Je suis tombée dans l'hyperphagie, c'est-à-dire que j'avais toujours ce comportement un peu où je mangeais peu pendant les repas avec les autres. D'ailleurs, c'était très compliqué pour moi de manger en société. Oui. Et par contre, là où ça a changé, c'est que si mes parents n'étaient pas là, si mon père n'était pas là, par exemple, j'allais dans les placards manger des gâteaux en cachette. Parfois, quand je rentrais du lycée, je prenais des gâteaux et je les mangeais en cachette le soir, donc je les mettais sous mon lit. Gâteaux, bonbons, voilà, ce qui pourtant dans l'anorexie m'effrayait, ces aliments m'effrayaient absolument. Et là, je les mangeais en cachette, de façon compulsive. Donc ça a été ça. Et après, j'ai eu 18 ans, donc j'ai pris mon appartement. Donc j'ai vécu seule. Pareil, je me suis éloignée du coup de mon environnement familial et amical. Et là, j'en avais marre de me voir grossir, ça me déprimait tellement que je faisais beaucoup de sport pour compenser. Depuis l'anorexie, je faisais beaucoup de sport. Et en fait, ça suffisait pas. Ça suffisait pas du tout parce qu'en étant seule, du coup, l'hyperphagie était très forte. Je faisais beaucoup de crises. Et donc, c'est là que se sont émissés les vomissements qui étaient la solution pour moi à ce moment-là. Oui. Pour éviter que ça se voit trop, que je prenne du poids. Et tu disais dans cette période-là de ta vie, que ce soit autour de tes 15 ans quand ça a commencé ou même là, les 18 ans, il n'y avait pas une conscience, personne n'avait mis de mots sur ce qui se passait en fait. Non.
Absolument pas. Personne n'avait de mots. Et le pire, alors j'ai pas de regrets parce que je suis pas, mon état d'esprit n'est pas comme ça, mais quand j'y repense, quand même, je me dis qu'il y a un énorme vide. En tout cas, à cette époque, il y avait un énorme vide au niveau médical parce que j'ai perdu mes règles pendant 2 ans. Je tombais mes cheveux, mais j'ai perdu 50% de ma masse de cheveux. J'étais extrêmement stressée. J'avais quand même beaucoup de symptômes qui auraient dû alerter. Et au lieu de me détecter une problématique justement mentale ou liée à l'alimentation, on m'a dit que je souffrais de stress. Donc j'ai eu des cachets pour la perte de cheveux, j'ai eu des cachets pour le stress. Mais jamais on m'a parlé d'alimentation et de troubles alimentaires. Jamais, à ce moment-là. Ouais. C'était vraiment juste les symptômes visibles finalement. Enfin, même si c'était hyper visible qu'il se passait un truc plus grave que ça, enfin plus profond que ça en fait. Ouais. Mais personne, que ce soit les médecins, que ce soit ma gynécologue, parce que perdre les règles pendant 2 ans, pareil, j'ai fait des échographies, j'ai fait qu'est-ce qui se passe, et personne l'a relié à un déficit de nutriments, quoi. Donc c'est incroyable. Quand j'y repense, je me dis mais c'est incroyable. Oui, avec le recul. C'est sûr. Ouais. Et alors, après, qu'est-ce qui s'est passé du coup? On en était à tes 18 ans, 19 ans, ou c'était plus du coup la boulimie qui se déclenchait Oui, là c'était vraiment la boulimie. Donc à cette époque-là, je faisais des études. Donc j'étais chez moi surtout le soir. Le midi, je mangeais à l'école. Donc je faisais des crises tous les soirs. Tous les soirs, c'était des crises avec vomissements. Et les week-ends, ça pouvait aller à faire 3-4 crises dans la journée. Voilà, c'était vraiment... Je pouvais passer ma journée à faire ça. Et après pour les personnes qui nous écoutent et qui savent ce qu'est une crise, on est capable de rien, quoi. Je pouvais même plus marcher. J'étais complètement sur vraiment le ventre extrêmement gonflé. Et puis la déprime aussi, ça apporte énormément je trouve que ça nous tire au niveau de notre estime, de notre confiance. Oui. Donc, c'est ce que j'allais te demander. Dans quel état d'esprit tu étais à cette époque-là? Comment tu te sentais? C'était quoi? Je me sentais très mal. J'ai un mot un peu vulgaire qui me viendrait, mais vraiment, je me sentais nulle, moche. J'avais aucune confiance en moi. Socialement, c'était très compliqué aussi. Parce que justement, je n'osais pas me mettre en avant. J'osais pas... Enfin, vraiment, c'était... je me dévaluais beaucoup par rapport à mes comportements et par rapport à mon physique aussi, puisque j'ai toujours cette obsession de me dire voilà, si t'as des kilos en trop, c'est que t'es nul, c'est que tu vaux rien. donc vu que je voyais que je prenais des kilos, les vomissements m'ont permis entre guillemets de stabiliser, mais quand même je prenais quand même du poids. Mais malgré ça, en plus j'avais mon visage marqué énormément, c'est-à-dire que j'avais vraiment les ganglions là très gonflés, les joues gonflées. Donc ça se voyait sur mon visage que je me faisais vomir. Non, vraiment, je me sentais extrêmement mal dans ma peau à cette époque. Et j'ai l'impression, tu vas nous dire si c'est pas le cas, mais qu'il y avait aussi beaucoup de solitude. J'ai l'impression quand tu décris ta vie à cette époque-là, de quelque chose de très solitaire. Oui, complètement. C'est complètement ça. Du coup, j'étais éloignée, on va dire physiquement, par rapport à la géographie de ma famille et de mon entourage. Mais encore une fois, j'ai pas eu un entourage non plus par mes grands-parents où on était extrêmement soudés, etc. Donc c'était pas forcément... Je pense que la solitude était là depuis longtemps, ça l'a renforcée. Mais il y a quand même une certaine solitude face à moi-même. Et oui, ça renforce. De toute façon, ce qui renforce aussi la solitude, c'est le fait qu'on se sent tellement nul, mal, et même physiquement. Moi, j'avais des douleurs physiques fortes que du coup, on n'a pas l'énergie et l'envie et la foi de sortir pour faire de nouvelles connaissances ou même de sortir avec des personnes qu'on connaît. Je trouve que c'est très, très enfermant. Ouais, très isolant, du coup, c'est une maladie très isolante. Ouais, complètement. Et donc, voilà, dans cette fracture, donc, il y a eu ça, donc hyperphagie à la boulimie vraiment vomitive. Et c'est quand j'ai commencé à me faire vomir que je me suis dit, oula, il y a quand même un problème, parce que c'est pas normal de se faire vomir. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches et que je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie de se faire vomir quand on a mangé, d'avoir peur de manger, de grossir. Et c'est là que je suis tombée sur les troubles alimentaires. Donc en fait, c'est par mes recherches que j'ai compris. Donc voilà, je pense que dans les 8 ou 9 ans, là où j'ai eu les TCA, j'ai
consommé mais tellement de contenu sur les TCA et le développement personnel. Oui. C'est incroyable. Pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir pourquoi moi j'étais comme ça, et puis qu'est-ce qui se passait, parce qu'il y a vraiment... L'anorexie, c'était le contrôle, et la boulimie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'ingérence totale de soi. Ouais. Donc, ça fait peur aussi, de se dire, je suis même plus maître de moi-même, je peux pas gérer mes pulsions, je peux pas gérer mon corps, je peux pas gérer ma vie comme je le veux, puisque j'ai toujours ce truc qui me rattrape et qui m'auto-sabote. Ouais, et je suis avec ce que tu dis, tu sais, de cet extrême à l'autre, de l'hyper-contrôle à l'hyper-lâchage, et d'être quelquefois au milieu du gué, enfin, je sais pas si c'est comme ça que tu pouvais le ressentir, mais d'être à cet endroit, tu te dis, mais j'arrive même plus, quoi. Enfin, je suis encore plus incompétente, du coup, du fait que je sais qu'il y a des moments où je suis capable de ce contrôle-là, de ce pouvoir, enfin, ce que tu décrivais, de la puissance que ça donne, et puis il y a des moments où je suis l'extrême inverse, quoi. Donc, qu'est-ce que je suis, quoi. Enfin, Totalement. Et c'est vrai ce que tu dis, tu vois, j'avais même un peu exulté ce fait-là, où c'est vrai que dans la boulimie, finalement, il y avait effectivement des moments où j'arrivais au début, où j'arrivais à contrôler, et puis après je lâchais, j'arrivais à contrôler, je lâchais. Mais plus j'avançais dans les années, le contrôle était impossible. Impossible. Avant, j'arrivais à me dire, ok, je peux sauter un repas, ou ok, aujourd'hui je fais pas de crise, mais après c'était impossible. J'étais plus vraiment à 100%, j'étais plus du tout dans la gérance de moi-même. Ouais, c'est ça. Donc voilà, alors pour continuer l'histoire, j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte. J'étais étudiante, donc j'avais pas de fonds pour moi, parce que je me suis dit, il faut que je me fasse aider. Ouais. Donc j'ai dû en parler à ma famille pour qu'ils m'aident financièrement, parce que je me suis dit, il faut que je voie une psychologue, faut que... Ça n'a pas dû être rien, cette étape. Enfin, je l'imagine comme ça, d'aller en parler à tes parents, à ta famille. Ça a été compliqué, et à la fois, je trouve que ça a été un soulagement, parce que ça expliquait tellement de choses pour moi, et je me dis que ça expliquait aussi beaucoup de choses pour eux, que c'est comme s'il y avait une petite libération pour moi, et pour leur donner aussi cette espèce de libération, de compréhension de ce qui se passait. Que je pense qu'il y a eu des deux. Il y a eu de la difficulté, mais il y a eu aussi un côté positif. Et donc voilà, donc j'ai été entendue là-dessus, même si je pense que même aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont jamais compris ce qu'étaient les troubles alimentaires, et même aujourd'hui, je pense qu'ils ne comprennent pas ce que c'est réellement. Mais bon, peut-être que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas comprendre vraiment dans le détail de ce qu'on peut ressentir et de comment ça se vit. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai eu cette aide, en tout cas, pour pouvoir me faire accompagner. Donc j'ai commencé par une nutritionniste, à qui j'avais vraiment expliqué que j'avais des TCA, enfin que j'avais compris que j'avais des TCA, mais que j'arrivais pas à gérer mon alimentation et tout. Et donc, elle m'a dit qu'elle faisait ça et qu'elle avait des compétences là-dedans. Donc, j'y suis allée. Et en fait, je me suis retrouvée avec un plan très strict, dans le sens où le matin, tu manges 3 yaourts, et énormément d'aliments. Enfin, pour moi, à cette époque, c'était beaucoup d'alimentation, puisque sur des repas normaux, je mangeais très peu. Et après, je faisais des grosses crises. Et en fait, elle m'a établi un plan avec le nombre d'aliments, le grammage, voilà. Et ça m'a effrayée, déjà, ça m'a fait extrêmement peur. Et donc, je pense pas qu'elle était vraiment compétente là-dedans. Je me suis pas sentie écoutée quand j'ai dit que voilà, je mangeais comme ça. Elle me dit, oui, mais mademoiselle, il faut faire attention, il faut des mots incroyables, quoi. Il faut faire attention, ouais. Ouais, la chose on le sait, mais on ne peut pas. C'est pas de l'ordre de la volonté pour moi, les TCA. Donc très compliqué. Après j'ai vu une psychologue. Pareil, je me suis pas du tout sentie écoutée dans l'aspect TCA. Et en fait, voilà, tout au long de mon cheminement, sincèrement, j'ai vu des spécialistes très incompétents pour moi. Et encore une fois, je trouve qu'il y a un gros vide là-dedans. Où on nous comprend pas, en fait. C'est des personnes qui ont sûrement étudié un peu les TCA pendant leurs études, peut-être un sujet, voilà, mais qui sont pas compétents pour le traiter ou pour le comprendre, parce que souvent ils l'ont pas vécu, parce qu'ils se sont pas vraiment penchés sur le sujet à 100%. Et donc voilà, donc en tout cas dans mon parcours, je me suis vraiment sentie seule à ce niveau-là aussi, au niveau assistance médicale.
Ça a été vraiment compliqué. C'est vrai ce que tu dis. Moi, j'entends souvent des personnes qui arrivent jusqu'à moi et qui qui ont entendu des professionnels minimiser en fait la problématique. Ou soit à coup de il faut, vous devriez, des histoires de volonté, soit qui ont l'impression que c'est pas grave, quoi. Bah oui, vous faites des compulsions. Les personnes mettent même pas forcément ce mot-là, mais sont en train de dire bah oui, c'est pas si grave, quoi. Voilà, minimise en fait le truc. Complètement. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. En tout cas, ils parlent pas de l'aspect mental, psychologique. De ça vraiment, mais plutôt, oui, comme tu dis, une question de volonté, d'engagement. C'est pas du tout ça. Non. Du coup, alors, qu'est-ce qui a pu t'aider, du coup? Alors, du coup... Et puis surtout, je te coupe, mais tu t'es pas découragée, du coup, parce qu'il y aurait pu y avoir ça aussi, que tu te dises, en fait, personne peut m'aider, quoi, personne me comprend. Déjà que c'est pas évident d'aller demander de l'aide, donc toi, tu as eu ce courage-là, déjà d'aller en parler à tes parents, à ta famille, mais après d'aller chercher de l'aide, en fait, ce qui est pas rien, de passer ce pas-là. Alors déjà, t'as pas trouvé l'aide que tu voulais et tout ça, mais t'as persévéré en fait, du coup. Oui, par contre, c'est quelque chose où je pense que tout mon parcours, j'avais cette soif de m'en sortir. Vraiment, je me voyais pas passer ma vie comme ça, et je savais que, on en viendra, mais je savais que c'était soit j'en sortais, soit j'allais mettre fin à ça. Vraiment, je me voyais pas pouvoir vivre toute ma vie avec ça. C'est ça. Donc, dans tous les cas, c'était soit j'avais une soif de vivre et je faisais des recherches à gogo et j'allais trouver, soit ça servait à rien de vivre. Parce que vivre comme ça, moi, c'était pas du tout ce que je voulais. C'était vraiment une question de vie ou de mort, c'est ça que j'entends. Ouais. Ah, moi, c'était une question de vie ou de mort, complètement. Et c'est pour ça que j'ai continué. Et je dis pas qu'il y a eu des downs où j'ai eu envie d'abandonner, où je me suis dit je m'en sortirai jamais, clairement. Mais après, voilà, le lendemain, je me remotivais un peu. Et à chaque chute, je pense que voilà, si on a eu des troubles, des grosses compulsions, quand on a eu des compulsions, les vomissements, etc., l'après-crise, à chaque fois, est extrêmement... c'est un gros down, une grosse déception, une grosse chute. Mais après, il faut toujours savoir rebondir. Mais c'est vrai que quand on est dans ce moment-là, de l'après-crise... Là, c'est compliqué. Là, il faut s'accrocher. Donc c'est beaucoup de haut, de bas, de haut, de bas, de haut, de bas. Mais il faut garder en tête, et c'est pour ça aussi, je pense que ce que tu fais est extrêmement juste, extrêmement important, c'est de s'appuyer sur des personnes qui ont réussi à s'en sortir, pour, quand on est dans le bas, se dire « moi aussi, je vais y arriver ». Peu importe combien de temps ça va prendre, je vais y arriver, point. Et de ne pas se laisser le choix de ça. Oui. D'être dans cette conviction. Et là, j'entends toute l'énergie de vie qu'il y a en toi, qu'il y avait et qu'il y a toujours en toi, quoi. Toute cette énergie de vie qui disait non, tu vas y arriver. C'est une question de vie ou de mort. Ouais. C'est assez incroyable. Je sais pas si tu te rends compte de ça, mais... En te le disant, ça m'émeut, oui. Là, j'en rends compte. C'est waouh. Fait. Donc voilà, donc je me suis toujours dit que j'allais y arriver, que j'allais m'en sortir. Quand j'ai fait face à cette errance médicale, ou que je suis pas tombée simplement sur les bons professionnels, moi de mon côté, je me suis mis un peu la responsabilité de m'en sortir seule. Ce qui n'était pas forcément le plus juste, parce que voilà, ça a duré 9 ans, donc c'est quand même pas rien. Je pense que si j'avais les bons spécialistes, ça aurait pu être réglé en quelques mois, peut-être quelques années, mais je pense pas que ça aurait duré autant de temps. Donc j'ai quand même cette peine-là de me dire waouh, je le sais, et c'est sur n'importe quelle thématique, quand on est accompagné par une personne qui a les compétences, même qui a vécu ce qu'on a vécu et qui s'en est sorti, qui sait comment on peut sortir, c'est comme dans tous les domaines, pro, perso, on va beaucoup, beaucoup plus vite. C'est le pouvoir aussi de se faire accompagner. C'est le pouvoir d'avoir une personne qui a eu le parcours avant nous, et de se faire tirer et d'arriver au même résultat, en tout cas à dégager ce qui nous inspire chez cette personne. Donc, ça veut dire que toi, tu as construit ton chemin toi-même, en fait, finalement. C'est ça ? Ouais, totalement. Et je l'ai créé... pour moi, la guérison s'est créée seule, à travers mes cheminements.
Et voilà, je le souhaite à personne, je leur souhaite vraiment de se faire accompagner réellement, mais dans tous les cas, voilà, c'était mon parcours à moi. Et ce qui s'est passé après ça, donc ça a duré quelques temps où voilà, j'ai erré un peu, essayé de trouver des nouveaux spécialistes, mais j'étais pas forcément bien accompagnée. Donc après, j'ai eu cette période, tous les soirs, je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs et après, j'étais sur YouTube, j'étais sur Internet, des forums, comme je te le disais avant l'interview, où je voyais des témoignages, où je voyais de certaines personnes et c'était très, 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 très rare à l'époque de voir ça. Donc, dès que j'en trouvais un, ça allumait une petite lumière chez moi, mais énorme de me dire waouh, c'est possible, waouh, elles en sont sorties. Et j'essayais de capter dans leur discours pourquoi, qu'est-ce qu'elles avaient fait, j'essayais de le reproduire. Enfin, vraiment, je me mettais des plans d'action pour moi-même, en fait. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Et en fait, ça a été une année où j'étais à Lyon, donc il me restait 3 ans d'études. Et en fait, quand j'étais dans cette année d'études à Lyon, j'étais en alternance et en fait, je me faisais suivre par une médecin. J'étais à la SNCF, donc du coup on avait un côté où le médical là était très rapproché parce que du coup j'avais un très mauvais rapport avec le médical et en fait là on avait accès quand on voulait à des médecins en tout genre, etc. Donc c'était génial, pas besoin de prendre, enfin bref, c'était vraiment un accès simple. Et donc il y avait une médecin qui me suivait, mais généraliste, et qui elle m'a un peu forcée à un moment donné, elle m'a dit stop, maintenant tu arrêtes, et elle m'a forcée à m'arrêter. Elle m'a fait faire un mi-temps en gros par rapport à mon alternance pour me dégager du temps. Et elle m'a trouvé en fait un hôpital à Lyon qui était spécialisé pour ça, pour que j'aille me faire interner en hôpital de jour. Donc il y avait certains jours dans la semaine où j'allais là-bas, je faisais des ateliers. Ça m'a un peu aidée, mais pareil, j'ai trouvé que on était tous mélangés en fait. Toute problématique en hôpital psychiatrique, on était tous mélangés. Okay. Ah oui. Donc pas forcément des troubles alimentaires, mais parce qu'il y avait ça aussi, j'ai trouvé ça très injuste entre guillemets. Moi, j'étais tellement au bord et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai choisi la vie parce que à cette période, cette année-là, j'ai eu deux fois le couteau à la main et voilà, envie d'en finir. Donc vraiment, j'ai eu cet espoir à chaque fois où je me revois, hein, c'est des scènes qui marquent forcément. Voilà, je me revois avec le couteau désespéré après une crise où je me suis dit mais je m'en sortirai jamais, etc. Où je l'ai balancé contre le mur, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais quoi ? C'est impossible, maintenant tu te relèves et tu fais quelque chose. Et je rêvais qu'on m'interne. Je rêvais que j'avais tellement l'impression de ne plus avoir de pouvoir sur moi que j'avais juste envie qu'on m'enferme quelque part et qu'on m'aide à changer, qu'on m'aide à évoluer, mais je voulais plus être seule face à moi-même. Et en fait, il se trouvait que juste à quelques pas en plus de l'appartement que je louais, il y avait un centre pour des personnes qui avaient des TCA. Sauf que, donc j'ai essayé d'y rentrer, mais par maintes et maintes reprises, j'y suis allée, j'ai demandé, j'ai essayé de passer par mon médecin. Et en fait, il prenait que des cas vraiment extrêmes, soit vraiment l'anorexie extrême, voilà, soit de la boulimie extrême, ou vraiment pareil, cas de vraiment des gros dangers, de vie ou de mort. Et donc moi, ça, voilà. Comme moi j'étais encore étudiante, que je vivais encore toute seule, que j'arrivais à être indépendante et tout, et ben ça passait pas. Donc là j'étais très 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 déçue aussi. Et voilà, et au-delà de ça, du coup, donc l'hôpital de jour, ce qui m'a aidée dans l'hôpital de jour, ça a été les ateliers. Alors j'y suis pas allée beaucoup, mais c'était des ateliers sur la cuisine, bizarrement. Voilà, de faire la cuisine. Je sais pas si c'est quelque chose qui toi enfin, je sais pas si t'as eu cette expérience-là, mais alors tu sais quand moi la nourriture c'était voilà vraiment pour me remplir, et là d'être avec des gens, donc encore une fois toute maladie mentale confondue, mais bon tant pis, c'était de créer des recettes et de cuisiner ensemble, etc. Cuisiner, quelque chose que je ne faisais pratiquement plus. Et ben ça m'a reconnecté un peu à ce côté alimentation. Ça m'a permis aussi Enfin, j'ai eu des petits déclics sur mon parcours aussi par rapport à tout ça. Ça donnait vraiment une autre fonction à la nourriture du coup, autour de faire ensemble, autour de créer, autour de faire plaisir. C'est comme si ça remettait ça en fait, que c'était pas juste pour se remplir. Et puis en plus on s'attardait, tu vois, sur les saveurs, on s'attardait sur quelque chose que moi je faisais plus attention, hein, vu qu'on n'a plus les notions en plus satiété, de faim et tout, on s'arrête pas sur les saveurs, c'est pas important pour nous, c'est juste nous on veut juste être remplis.
Finalement, il y avait quelque chose de réapprendre à manger en pleine conscience. Reconnecter à cette fonction, comme tu dis. Cette fonction, elle est là. Enfin, l'alimentation, après, je l'ai compris, mais l'alimentation, c'est là pour nous nourrir, c'est-à-dire pour qu'on ait les bons nutriments, pour avoir de l'énergie, pour avancer dans notre vie. Mais il y a aussi une notion de plaisir, parce que sinon, on n'aurait pas le gustatif, on n'aurait pas cette fonction, ce sens-là. Donc, il y a une notion de plaisir, mais mais c'est quoi la notion de plaisir ? Quand on est dans les TCA, la notion de plaisir, elle peut être décuplée ou au contraire complètement inhibée. Et c'est de la remettre à sa place aussi. Et du coup, alors, aujourd'hui, tu dirais que tu en es où de cette relation-là ? Comment tu la décrirais ? Alors, du coup, avec les années, ça a bougé, on va dire. Ouais. Et je pense justement, dont je parlais tout au début de mon métier, quand j'ai choisi, dans mes études, j'étais passionnée par le domaine du commerce. J'ai fait une école de commerce. Il y avait des sujets qui me passionnaient, mais j'avais toujours ce truc à l'intérieur où, en fait, ce truc qu'on essaye de remplir, ce vide, je suis pas à ma place, je me sens pas à ma place. C'est qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Enfin, vraiment des questions existentielles tout le temps. Tous les jours, je me demandais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et je pensais le trouver aussi dans le professionnel, du coup. Et en fait, quand je suis rentrée dans le monde du salariat, en alternance, du coup, j'ai fait plusieurs entreprises. Je me sentais toujours pas remplie non plus à ce niveau-là. Et c'est pour ça que ce travail aussi, tu sais, qu'on fait de développement personnel, de recherche de soi, souvent en parallèle quand on a des troubles alimentaires, ça m'a énormément aidée aussi à me choisir dans mon métier, à choisir ce que je voulais être, ce que je voulais devenir, ce que je voulais créer, la vie que je voulais me créer aussi, parce que le style de vie que j'ai aujourd'hui, j'aurais jamais pu l'avoir en tant que salarié, la liberté, enfin voilà. Donc ça m'a remis vraiment au cœur, les TCA, de ce que je voulais vraiment, de qui j'étais vraiment, et de trouver ma place aujourd'hui dans mon métier. Et donc, moi personnellement, le fait d'avoir dit stop à un certain moment à une fracture au niveau professionnel, parce que ça allait ni aux personnes avec qui je travaillais, ni à mon entourage qui me voyait déjà dans une grosse entreprise, etc. Quand j'ai dit stop et que j'ai dit ok, maintenant je m'écoute, tu vois, tu parlais de reconnexion à soi, à son corps, c'est vraiment ça. Là, ça a créé déjà aussi des gros déclics de me dire je suis capable de me choisir, je suis capable de savoir ce qui est bon pour moi, et de commencer à créer à partir de vraiment ce que je ressentais. Et donc voilà, donc il y a eu aussi un cheminement où je voyais que j'étais capable de faire certaines choses et ça me rassurait, je gagnais en confiance. Mais l'alimentation était toujours quand même une béquille, puisque tu vois, je te dis, j'en suis sortie récemment. C'est-à-dire que ça s'était atténué, les crises, etc. En plus, après, je ne vais pas toute seule, je vais avec mon copain de l'époque. Après, j'ai revécu dans ma famille quand on s'est séparés, etc. Donc, j'avais quand même plus ce truc où j'étais toute seule. Et donc, ça m'a un peu apaisée aussi au niveau de la fréquence et remettre aussi de l'alimentation au cœur de quelque chose de convivial, qu'on partage, qu'on cuisine. Mais je sais que tout le monde n'a pas cette possibilité justement de pouvoir être ensemble. Et puis, donc voilà, il y a eu ce cheminement-là, donc ça avait diminué, mais je sentais que dès qu'il y avait un petit truc émotionnel, dès que ce soit professionnellement ou personnellement, dès que c'était trop lourd, mes émotions ou quoi, hop, j'allais me réfugier dans la nourriture. Donc, ça restait le refuge. Ça restait un refuge, et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de comprendre, c'est pourquoi on a des troubles alimentaires. Pourquoi, d'où ça vient. Et avec les années, j'ai compris que c'était multifactoriel et qu'on ne pouvait pas avoir toutes ou tous une cause qui fait que ça y est, c'est pour ça qu'on a des TCA, c'est à partir de ça que ça se déclenche. Non, ça dépend vraiment des personnes, c'est tellement... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, si tu es d'accord avec moi. Oui. C'est vraiment tout un puzzle à reconstituer, en fait, presque. Où peut y avoir, tu vois, un événement traumatique, où on peut mettre le doigt sur un moment ou quelque chose comme ça. Mais voilà, moi, de ce que je peux entendre et voir, c'est vraiment tout un faisceau de choses. Et c'est surtout, ok, ça peut être intéressant d'avoir des éléments de compréhension, mais ça suffit pas, en fait. C'est un passage de comprendre et d'analyser, parce que je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais souvent quand on est dans ces troubles-là, on est souvent aussi des personnes pas mal dans l'intellect et peu dans le corps, du coup, parce qu'il y a une coupure avec le corps. Et du coup, toujours en train de réfléchir, d'analyser, d'essayer de comprendre en fait ce qui nous éloigne de se reconnecter au corps, encore une fois.
Mais oui, pour répondre à ta question, oui, je pense qu'il y a... Et puis, il y a autant de facteurs que de personnes. Enfin, c'est très, très vaste. Ouais, et ça peut être très compliqué personnel. de répondre à cette question. Totalement. Donc j'avais pas la réponse à ça. Et c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est quelque chose que je disais souvent. Je sentais qu'il y avait une coupure là, entre mon corps... Et ça, je le disais tout le temps, tu vois, ma médecin généraliste, au psychologue que j'avais vu, enfin... J'ai toujours... Donc, je me sens déconnectée de mon corps. Ouais. C'était vraiment... Il y avait deux parties et... Donc c'est bien que tu me remettes aussi des choses en tête, mais il y avait vraiment cette dissociation du corps et de l'esprit. Et du coup, comment je m'en suis sortie aujourd'hui, ça a été là, cette dernière année, où en fait, j'ai un ami qui fait alors moi, c'était l'EFT. J'étais pas du tout connectée à ça. J'y croyais pas forcément, sincèrement. On m'en avait déjà parlé, j'avais jamais vraiment expérimenté, mais j'étais pas confiante. Je sais pas pourquoi. Bon, pourtant, je suis dans l'énergétique, j'aime beaucoup ça. Mais voilà, il y avait un gros côté sceptique. Et puis, il m'a proposé de m'accompagner sur une thématique, parce que lui, il avait besoin de s'entraîner aussi. Donc, je me suis dit, voilà, on va parler de ça. Gros sujet. Je me suis dit, mais je lui ai dit dès le départ, d'ailleurs, c'est rigolo, il pourrait témoigner, mais dès le départ, je lui ai dit, écoute, moi, ça fait plus de 8 ans que je suis là-dedans. Ton truc, voilà, je veux bien t'accompagner sur ton truc et être ton cobaye, mais rêve pas, quoi. Donc il y avait vraiment cette quand même cette dissociation de j'ai envie de m'en sortir, mais finalement je sens que ça s'est un peu apaisé, mais c'est pas encore, voilà, est-ce que vraiment je vais y arriver? Donc j'avais un peu perdu espoir que ça s'enlève, en tout cas à 100%. Et en fait ça m'a beaucoup aidé justement de travailler sur certaines choses du coup du passé qui m'avaient perturbée, qui se passaient encore. Il y avait des schémas aussi, on a remarqué des schémas forcément qui se répètent, donc je continuais de créer dans ma vie, notamment avec j'en profitais de ce podcast parce que je trouve ça important, mais moi j'avais notamment une grosse problématique avec le regard des autres, des femmes, parce que j'ai eu beaucoup de harcèlement de la part de camarades femmes, et des hommes parce que j'ai été très très jeune sexualisée. Et du coup, il y avait vraiment des thématiques par rapport au corps. On est vraiment allé... Et ça, je pense que c'était vraiment un sujet super intéressant. Ce corps de la femme qui est jugé, que ce soit par les femmes, que ce soit par les hommes. Et du coup, il y a vraiment des grosses thématiques aussi là-dessus. Oui. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'en suis sortie. C'est-à-dire que maintenant, je vis chez moi et je suis seule et je m'en sors bien. C'est-à-dire que je n'ai pas de crise, voilà, ça va. Je sens encore que ça peut m'arriver de retomber dans la compensation parfois émotionnelle, parce que je suis en train encore de gérer, je pense, là. Mais c'est plus du tout le même état d'esprit, c'est plus du tout le même comportement, la même vision de soi, la même vision des autres. Donc voilà. Ouais, un sacré parcours. Moi, je suis avec tout ce parcours avec ponctuellement, finalement, des personnes ou des contextes qui ont pu te soutenir et t'accompagner. Totalement. Mais aussi un gros travail personnel, quoi, de toi à toi. Même si, voilà, encore une fois, il y avait les béquilles extérieures, c'est pas très beau de dire ça comme ça, mais le contexte extérieur. Mais je reste vraiment avec cette énergie de vie, tu sais, je suis restée scotchée à ce moment que tu nous as partagé, du couteau que tu as balancé, quoi, contre le mur, et de choisir la vie, quoi, en fait. Et c'est... Ouais, j'en ai des frissons du coup de ça, vraiment. Et alors on va arriver à la fin de notre entretien, toutes les deux, même si voilà, j'aurais encore sans doute envie de te poser plein de questions et de savoir encore plein de choses, mais si tu voulais résumer, tu vois, en quelques mots avant qu'on se quitte, ton parcours et là où tu en es aujourd'hui, ce serait quoi en une phrase ou en quelques mots? Je pense que ça serait cette reconnexion déjà à son soi profond, d'arriver à un moment donné à se dire ok, je me choisis parce qu'on est aussi beaucoup dans le don de soi, je trouve, c'est des personnalités aussi qui donnent beaucoup en général, ce que j'ai vu, et donc cette tendance un peu à s'oublier soi pour les autres, et du coup déjà de juste s'autoriser à se choisir, à se placer en premier et à se dire ok, je suis ma priorité,
et à se rappeler que on est la femme de sa vie ou on est l'homme de sa vie, il n'y a pas une autre personne, c'est avec nous qu'on va passer notre vie à 100% tous les jours, H24. Donc c'est extrêmement important de se choisir tout le temps. Et c'est cet espoir aussi de se dire, tu sais que moi je parle beaucoup de loi d'attraction, mais pour moi c'est extrêmement important même si là, la personne qui nous écoute par exemple, si vous êtes dans le down, comme je viens de parler tout à l'heure, et que vous dites non, mais c'est pas pour moi, j'arriverai pas, etc., de nourrir quand même tout le temps cette vision de vous guérie. Toujours nourrir la vision de ce que vous voulez vraiment dans votre vie et comment vous êtes quand vous êtes guéri et de garder ça en vous tout le temps. Ouais, c'est un super message d'espoir. Choisir la vie et s'accrocher à cette vision de moi vivante. C'est ça que j'entends aussi. Oui, et se l'autoriser aussi. Se l'autoriser, je pense que c'est important. C'est ça, se donner la permission en fait. Ouais. Totalement. Je te remercie beaucoup Cassandra pour ce témoignage et pour l'authenticité avec laquelle tu nous as confié tout ça. C'est pas rien, c'est quelque chose de très intime et c'est pas rien. Donc je te remercie beaucoup. Merci à toi pour ton message. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que le témoignage de Cassandra vous a inspiré autant qu'il m'a inspiré moi. Si vous souhaitez vous aussi venir contribuer dans ce podcast en apportant votre témoignage d'un vécu compliqué avec votre alimentation, n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram en message privé ou en utilisant le formulaire de contact de mon site internet. Vous avez les liens dans la description de ce podcast. N'oubliez pas d'encourager le podcast en le partageant autour de vous, en vous abonnant, en lui donnant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en me laissant un avis. Ça m'encourage beaucoup. À très bientôt pour un nouvel épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.